L'histoire commence alors que des hommes d'affaires quelque peu impuissants discutent de l'état de leur entreprise. Ils ont frôlé la faillite à plusieurs reprises, mais leur président a utilisé toutes les astuces possibles pour les remettre sur pied. Les hédonistes gloutons se préparent à se livrer à un peu de vin, mais le testeuse de poison doit d'abord le tester pour détecter un éventuel poison. Il ne détecte pas la moindre trace de poison, alors il dit au président qu'il peut boire sans risque. Tout le monde boit le vin alors que nous voyons notre protagoniste déguisé quitter tranquillement la pièce. Malheureusement pour les hédonistes, le vin était empoisonné, et leur vie s'éteigne rapidement. Le patron traite sa testeuse de poison d'inutile, mais la testeuse n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Dehors, notre protagoniste nommé Géraud quitte les lieux. Il ne peut s'empêcher de remarquer une fille embrassant quelqu'un, et il marche dans un poteau en mousse. À la maison, sa sœur, Akari, se demande comment Géraud a fait passer le poison sans être détecté par la testeuse. Il explique simplement qu'il a rendu la testeuse immunisée contre le poison. Cela semble absurde, alors Akari ne peut que se demander comment il a fait. Géraud prend son travail très au sérieux, alors il se préparait pour ce jour depuis longtemps. Il a passé 3 mois à ajouter de minuscules doses de poison à la nourriture de la testeuse. Il a progressivement augmenté la quantité jusqu'à ce que la testeuse puisse survivre à une dose mortelle. C'était très pénible, mais personne ne s'attendrait à ce que quelqu'un fasse quelque chose d'aussi ridicule. Être aussi astucieux est la seule façon pour lui de rester dans le métier. Akari s'inquiète de la vie personnelle de Géraud, alors elle se demande quand il va se marier. Géraud manque de s'étouffer, et il fait remarquer qu'il ne rencontre aucune femme dans son domaine de travail. Elle dit que c'est important parce que sa grand-mère veut faire de l'un de ses petits-enfants le nouveau chef du clan du poison. Quand Géraud a dit qu'il ne le pouvait pas parce qu'il est célibataire, grand-mère l'a mis en couple avec une parfaite inconnue d'une autre branche de la famille. Elle a insisté et l'a presque forcé à se marier. Géraud ne pense pas du tout au mariage, alors la lignée des maîtres du poison devra s'arrêter avec lui. Juste à ce moment-là, Géraud reçoit un message d'un gars appelé le maître des insectes. Il va le rencontrer, et le maître des insectes doit empêcher ces insectes de sortir de son masque. Géraud a entendu dire que le maître des aiguilles a maintenant 3 enfants, et que ses factures deviennent incontrôlables. Géraud ne veut pas ça pour lui-même, et il prévoit de rester célibataire pour le reste de sa vie. Il est surpris lorsque le maître des insectes révèle qu'il pense à se marier. Il a rencontré une fille gentille et tranquille qu'il accepte comme il est. Géraud est stupéfait car il pensait que le maître des insectes avait encore moins de chance que lui. Le maître des insectes ne veut pas que les choses changent et dit que tous les deux resteront les meilleurs amis du monde. Il se prépare à partir, et il utilise ses insectes pour l'emmener. Avant qu'il ne le fasse, Géraud admet que l'entendre parler de mariage lui a fait penser que ce ne serait peut-être pas si mal. Après cela, Géraud va rencontrer un autre client nommé Ryota, des filles envahissent Géraud, et Ryota explique que ce sont ses assassines secrétaires. Géraud est ici seulement pour faire son travail, et il se heurte à une cloison en verre par balle. Cette cloison retient la dernière ordure humaine avec laquelle Ryota veut que Géraud l'aide. Elle s'appelle Mai, et elle est connue sous le nom d'arnaqueuse au mariage sans cœur. Elle a causé toutes sortes de problèmes sur leur territoire, alors Ryota veut que Géraud s'occupe d'elle. Mai se demande qui il est, mais Géraud est toujours focalisé sur les affaires, et il l'injecte avec du poison. Il explique qu'elle va subir une paralysie nerveuse dans ses extrémités qui progressera vers son cerveau. Elle sera bientôt en agonie comme si on la déchiquetait. Malheureusement pour elle, elle restera pleinement consciente pendant tout le processus. Géraud révèle qu'à la fin de tout cela, il l'achèvera avec le poison mortel qu'il a créé. Mais essaie de se sortir de cette situation par la parole, mais Géraud lui dit simplement de rester silencieuse. Elle dit que Géraud lui rappelle un ancien petit ami, mais il n'y croit pas. Elle est connue comme l'arnaqueuse au mariage, donc cela ne le surprend pas qu'elle essaie de flirter pour s'en sortir. Mais admet qu'elle a escroqué beaucoup de gens, mais elle avait une bonne raison. Elle avait besoin de beaucoup d'argent pour sauver son petit frère, qui est très malade. Elle a contracté des prêts et fait des choses terribles pour de l'argent, mais ce n'était toujours pas suffisant. Le poison commence à faire effet, et Mai dit que les choses qui se terminent ainsi ne sont peut-être pas si mal. Géraud ressemble vraiment à la personne qu'elle aime le plus, et la voir ici pendant ces derniers moments lui apporte un certain apaisement. Elle le supplie de lui dire son nom, alors il cède et se présente. Pendant que Ryota regarde, ses secrétaires se demandent si Géraud était la bonne personne pour ce travail. Ryota les fait taire et explique que Géraud est un maître du poison. La famille Géraud est l'une des plus anciennes dans le métier de l'assassinat. Il a peut-être quelques idées fixes, comme n'éliminer que les ordures humaines, mais Géraud est très demandé. Il est le meilleur dans ce qu'il fait, et c'est quelqu'un de sérieux. Mais appelle Géraud, mais se ravise et dit que ce n'était rien. Géraud commence à transpirer, et il se demande si cette fille a vraiment un faible pour lui. Juste à ce moment-là, Géraud reçoit un appel d'Akari. Elle s'excuse de l'appeler sur sa ligne d'urgence, mais elle devait lui dire quelque chose. Elle retourne vivre à la maison principale, et elle voulait le lui dire avant de partir. Elle déclare qu'elle donnera naissance à un nouveau maître du poison qui sera le véritable héritier de la famille Géraud. Géraud est stupéfait, et il essaie de lui dire qu'elle n'a pas besoin de faire ça.
Akari dit qu'il ne comprend pas parce que leur grand-mère est très sérieuse. Elle a dit à Akari que si Jiro ne perpétue pas la lignée familiale et qu'elle refuse de donner naissance à un enfant, alors ils n'auront qu'un seul choix. Ils enlèveront la liberté d'Akari et la forceront à avoir des bébés. Akari a une petite amie qu'elle aime tendrement, mais maintenant elle n'a d'autre choix que de rompre avec elle. Jiro refuse de laisser Akari gâcher sa vie, alors il prend sa décision. Il dit à Mai que si elle ne veut pas que sa vie se termine, elle doit l'épouser. Il explique qu'il doit se marier pour pouvoir devenir le chef du clan du poison. S'il doit être avec quelqu'un, il veut au moins que ce soit une fille qu'il aime comme Mai le fait. Pour rendre l'accord encore meilleur, Jiro dit qu'il peut aider pour son frère malade. Mai est ravie, et elle se demande s'il est vraiment juste qu'elle ait autant de chance. Tous les deux sourient, et Jiro est content car cela résout tous ses problèmes. Il attend joyeusement que Mai accepte, mais elle change complètement d'attitude. Elle dit qu'il n'y a aucune chance au monde qu'elle l'épouse jamais, et Jiro est complètement choqué. Mai savait que sa vie allait se terminer, alors elle voulait simplement placer une dernière pique avant la fin. Mai explique que les couples sont généralement ensemble parce qu'ils sont bien assortis. Une ordure comme Jiro, qui propose à une cible qu'il peut éliminer à tout moment, n'est bien assortie avec personne. Elle dit que s'il est sérieux à propos de trouver quelqu'un, il doit commencer par révéler ce qu'il ressent vraiment. Elle souligne que c'est beaucoup de travail de trouver la bonne personne et de grandir avec elle. Ils doivent se comprendre en se heurtant et en s'épuisant. Mais se demande alors si Jiro veut vraiment se marier uniquement pour un héritage. Jiro est figé par ses paroles, alors Ryota doit lui rappeler de retourner au travail. Jiro parle enfin, et il dit toute la vérité. Il dit qu'il n'élimine que les ordures humaines qui méritent que leur vie prenne fin. Ce n'est pas vraiment une question de justice. C'est simplement qu'il n'accepte pas de mission qui l'empêcherait de dormir la nuit. Le travail de Jiro le rend très froid, mais parfois il se surprend à vouloir vivre en paix avec quelqu'un qu'il aime. Cette facette de lui-même le rend même malade à l'estomac. La vérité est qu'il veut rencontrer quelqu'un qu'il aime et vivre une vie heureuse et amusante comme tout le monde. Une vie où une fille lui demande comment s'est passée sa journée ou ce qui ne va pas quand il tousse. Malheureusement, Jiro sait qu'il ne rencontrera jamais une fille comme ça. Il n'est jamais allé à l'école, et il n'a même pas été à la crèche. Il a vécu en tant que maître du poison depuis le jour où il a été assez grand pour commencer à former des souvenirs. Dans son monde, montrer sa faiblesse mène à l'échec. Jiro dit qu'il ne pourrait jamais s'ouvrir et livrer son cœur à une inconnue. Étonnamment, Mary est fait remarquer qu'il vient de lui livrer son cœur. Elle convient qu'être assassin est un gros inconvénient, mais cela signifie simplement qu'il doit travailler encore plus dur pour rencontrer de nouvelles personnes. S'il continue à se montrer encore et encore, elle est sûre qu'il finira par rencontrer quelqu'un qui s'intéressera à lui. La vie de Mai touche à sa fin, alors elle dit à Jiro d'en finir. Les factures médicales de son frère ne seront pas payées parce qu'elle a échoué. Elle enlève l'avenir de la personne qu'elle aime le plus, alors elle se considère comme une ordure humaine. Ryota arrive et dit à Jiro de finir le travail. Jiro refuse et dit qu'il a besoin d'elle. Seule une entremetteuse experte a pu marier autant de gens qu'elle, alors il a besoin de son aide. Elle est la seule personne qui pourrait trouver quelqu'un pour lui, alors il veut l'engager. En retour, il fera tout son possible pour garder Mai et son frère en vie. Elle pourra vivre avec son frère, et tout ce qu'elle aura à faire sera de l'aider à se marier. Mais voit la situation maintenant, et son attitude change à nouveau. Elle explique qu'elle a fréquenté plus de personnes qu'elle ne peut en compter, mais elle n'a jamais reçu une demande en mariage comme celle que Jiro a faite. Juste à ce moment-là, Ryota les interrompt car il en a assez attendu. Il est vraiment déçu par Jiro, mais mettre fin à la vie du maître du poison propulsera son entreprise au sommet de l'industrie. Mais est triste que cela se termine ainsi, mais Jiro lui rappelle qu'ils ont un accord. Jiro fait remarquer à Ryota que son entreprise est terrible. Ils acceptent des missions de gens ordinaires à des prix défiant toute concurrence. Ensuite, ils utilisent ce qu'ils apprennent pour faire chanter ces gens pour le reste de leur vie. Ils ont ruiné d'innombrables vies, et ce qu'ils ont fait est impardonnable. Ryota ne comprend pas pourquoi il dit tout cela, alors Jiro explique qu'il voulait juste s'assurer qu'ils remplissent sa condition. Il dit qu'ils sont tous des ordures humaines, et il s'injecte du poison dans son propre corps. Ryota et ses hommes tirent sur Jiro, mais il est trop tard. Le poison a fait effet, et il disparaît dans la nature. Jiro explique qu'ils auront un siège au premier rang pour regarder un maître du poison à l'œuvre. Ryota est alors horrifié lorsqu'il voit que Jiro est apparu au-dessus d'eux. Après que Jiro les a tous éliminés, mais réalise qu'il ne parle pas en l'air. Elle regarde tout le monde éparpillé sur le sol et admet que Jiro est vraiment aussi fort. Jiro dit qu'ils ne sont pas amis, et il n'a utilisé que son poison des 300 tourments. Ils vivront, mais le traumatisme les empêchera de continuer dans le métier. Akari l'appelle à nouveau, et Jiro l'informe qu'elle n'a pas besoin de succéder à leur grand-mère. En sortant Ryota, Jiro explique qu'il vient de réaliser quelque chose. Rencontrer quelqu'un que l'on peut aimer et avec qui construire une vie est à peu près aussi proche d'un miracle qu'une personne puisse espérer. C'est pourquoi il veut qu'Akari vive avec sa petite amie. Ensuite, il veut qu'elle dise à grand-mère qu'il va se marier et diriger le clan du poison. Cependant, la différence maintenant,
c'est qu'il va trouver sa partenaire lui-même. Akari ne peut pas contenir sa joie, et elle promet de dire à grand-mère ce qu'il a dit. Alors qu'ils partent, Mai dit que Géraud devra la porter. Géraud devient très nerveux car il n'a jamais touché une fille sauf pour le travail. Mais lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'en fait, c'est un garçon. Géraud est stupéfait, et Mai révèle qu'il s'est habillé en fille parce que sa dernière cible était un homme. Quand il escroque des femmes, il s'habille en vêtements d'homme. Mai a inscrit Géraud à une soirée de rencontre, alors il doit remplir son profil. Bien sûr, il ne peut pas admettre qu'il est un maître du poison, alors il écrit simplement qu'il est indépendant. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes à la soirée de rencontre, alors Mai élabore un plan. Il va charmer tous les mecs, donc Géraud aura moins de concurrence. Mai a aidé Géraud à se nettoyer complètement, et maintenant il est beaucoup plus présentable. Géraud a fait beaucoup de recherches et a appris que les premières impressions sont tout. Il rencontre la première fille, et il pense à la phrase d'accroche parfaite. Il dit qu'il s'appelle Géraud et qu'il gagne énormément d'argent. Bien sûr, cela ne se passe pas bien, et Mai doit le réprimander. Géraud a complètement échoué, et la fille a reculé d'horreur. Géraud fait remarquer que Mai lui a dit qu'il devait trouver son charme. Il a exactement fait cela et a déterminé que son charme est son revenu. Mais convient que c'est une caractéristique de premier ordre chez un homme, mais le dire tout de suite fait de lui un crétin qui aime se vanter de son argent. Mais lui donne quelques conseils supplémentaires et lui dit au moins de regarder la fille dans les yeux en souriant. Géraud essaie, mais cela ne fait qu'effrayer les filles. Mai a une idée et dit que Géraud devrait essayer une application de rencontre. Cela lui permet d'obtenir un rendez-vous en quelques minutes, alors Mai dit qu'il est temps de trouver son vrai charme. Malheureusement, Géraud est très nerveux, et il tremble violemment. Il déjeune, mais un maître du poison comme lui ne devrait jamais manger quoi que ce soit que quelqu'un d'autre lui sert. Il a développé cet instinct il y a longtemps, mais il doute que quiconque ici en veuille à sa vie. Il se force à manger, mais ça date par avant qu'il ne puisse finir. Ils essaient plusieurs fois, mais cela ne se passe pas bien. Géraud a déjà rencontré 30 femmes, mais il n'a échangé ses coordonnées avec aucune d'elles. Alors que Géraud nettoie nerveusement les toilettes, il se demande s'il n'a tout simplement pas de charme. Mais lui assure qu'il en a un, et il est probablement juste caché. Il pense qu'il l'a peut-être trouvé, et cela a à voir avec la façon dont Géraud aime les kits de bonbons à faire soi-même. Les personnes ayant des passe-temps de niche peuvent passer un bon moment à en discuter. Mais fait remarquer que le nettoyant qu'ils utilisent est très efficace, et Géraud révèle que c'est son propre mélange spécial. Utiliser du poison mortel pour combattre les tâches tenaces est sa façon préférée de déstresser. Après qu'ils se sont séparés pour la nuit, un type fou capture Mai. Géraud le remarque immédiatement, mais il n'est pas assez rapide pour l'arrêter. Ce type est le jeune frère de Ryota, et il est furieux. Ryota avait de grands rêves de prendre le contrôle de l'industrie, mais maintenant il parle de reprendre le service de nettoyage familial. Quelque chose l'a changé, et ce type blâme Mai. Il a des balles en plomb dans la bouche. Et il les utilise en les tirant sur le visage de Mai. Il veut faire payer Mai, et il se prépare à utiliser son attaque la plus brutale. Juste à ce moment-là, son acolyte lui dit que quelqu'un est au milieu de la route. C'est Géraud, et le type dit de juste lui rouler dessus. Géraud ne bronche même pas, et nous voyons qu'il a un type de poison différent. C'est un autre mélange spécial, mais celui-ci est beaucoup plus puissant. Les types essaient de lui rouler dessus, mais Géraud s'élève dans les airs et utilise un poison pour détruire le camion. Leur camion est coupé en deux, et Géraud les poursuit. Géraud est un psychopathe absolu alors qu'il les rattrape et que tout le monde vole du haut du pont. Géraud remercie Mai de l'avoir aidé car il aurait abandonné après le rejet de la première fille s'il avait été seul. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais il compte sur Mai pour l'aider. Ils échangent leurs coordonnées, et Géraud doute que sa liste d'amis s'allonge jamais. Juste à ce moment-là, Mai remarque quelque chose et dit qu'il pense savoir quel est le vrai charme de Géraud. Un regard dans le passé montre quand Géraud recevait son enseignement. Son professeur lui a dit que les gens qui perfectionnent sans cesse leurs arts meurtriers sont connus sous le nom de maîtres. Après de nombreuses générations, ils ont acquis des capacités létales appelées lignées sanguines modifiées. De retour au présent, Mai emmène Géraud dans une galerie d'art. Leur objectif est d'apprendre à Géraud comment se comporter. Il pourra peut-être obtenir le numéro d'une fille à l'avenir, il devra donc savoir comment gérer les prochaines étapes. Mai lui donne une série de tests, et Géraud échoue misérablement. Il ne sait jamais quoi dire, et il n'arrête pas de chercher des réponses en ligne au lieu de donner son propre avis. Géraud, cependant, change complètement lorsqu'il trouve un kit de bonbons DI de 40 ans. C'est l'un des premiers jamais fabriqués, et il est évalué à 30 millions de yens. Les kits de bonbons DI sont la passion de Géraud, et il dit qu'il paierait 10 fois ce montant juste pour l'avoir. Mais fait remarquer que ce n'est qu'une tasse et du sucre, alors Géraud doit maintenant la corriger. Il explique que sa valeur ne réside pas dans les matériaux. Juste à ce moment-là, Mai dit à Géraud de regarder un gars qui se comporte étrangement. Sa femme est avec lui, mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'un groupe de filles l'assiège. Mai explique qu'il s'appelle Shiratori, et qu'il est le peintre le plus populaire parmi les jeunes. Il ressemble et agit comme un bizarre, mais ses fans ne l'auraient pas autrement. Les gens peuvent être aimés par beaucoup simplement en ayant un talent.
C'est vrai pour les athlètes qui sont toujours décisifs dans les moments cruciaux ou pour un médecin qui sauve un membre de votre famille. C'est ce qu'est un charme, mais Géraud fait remarquer qu'il n'a pas cela. Mais dit qu'il l'a effectivement et utilise l'exemple le plus récent. Géraud a neutralisé toute une pièce de méchant et a sauvé May tout seul. C'est pourquoi May dit que Géraud devrait oublier les soirées de rencontres et les applications. La façon dont il trouvera vraiment une fille, c'est en les aidant. Mais lui dit qu'il doit sauver des otages et protéger des personnalités importantes. Il fera son travail naturellement, et quelqu'un tombera amoureuse de lui. Géraud fait remarquer qu'il est un maître du poison et que son travail est de mettre fin à la vie des gens. Mais rétorque en disant que personne n'a dit qu'il ne pouvait pas sauver des gens. Juste à ce moment-là, une alarme retentit alors que quelqu'un a volé un tableau de valeur. Les gardes pensent qu'il s'agit d'un voleur notoire dont le nom est Himekawa. Ils la cherchent à bord du navire, mais nous voyons qu'elle s'est déjà échappée sur le dos d'un requin. La fille atteint un endroit sûr, et elle remercie son requin qu'elle appelle Shamsky. Elle peut aller retrouver le reste de son équipe, mais ils sont engloutis par une étrange attaque. Himekawa ne peut pas comprendre ce qui se passe, et l'attaquant se révèle enfin. De retour avec notre héros, mais lui explique le plan. Géraud sauvera des filles quand elles seront en difficulté et les fera tomber amoureuses de lui. Mais est sûr que cela fonctionnera, et il appelle cela l'opération Chevalier Blanc. Géraud se demande où il trouvera ses missions de sauvetage, alors May lui montre un site appelé le Darknav. C'est un site où il peut trouver toutes sortes de missions louches. Trouver des missions de sauvetage et de garde du corps sera un jeu d'enfant sur le Darknav. Mais n'arrive pas à croire qu'il n'en ait jamais entendu parler, alors il explique qu'ils obtiennent toutes leurs missions par l'intermédiaire d'un courtier. Sur le site, Géraud trouve quelque chose d'intéressant. C'est une vidéo du gars qui a pris Himekawa en otage. Son message s'adresse aux personnes qui travaillent avec Himekawa. En échange de son retour sain et sauve, il veut chaque œuvre d'art qu'ils ont volée. Géraud répond à l'appel à l'aide, et il va écouter ce que ses collaborateurs ont à dire. Ils expliquent que le monde criminel connaît Himekawa comme une voleuse notoire. Cependant, la vérité est que des collectionneurs malveillants volent des œuvres d'art aux défavorisés, et elle les rend toutes aux propriétaires d'origine. Il a peut-être confié les œuvres à ces gars-là, alors il refuse de les remettre au type qui les réclame. C'est pourquoi il lance cet appel ouvert pour trouver quelqu'un qui peut aider. Ils veulent que quelqu'un infiltre la cachette de l'ennemi avant l'échange et sauve Himekawa. Ils remarquent que pratiquement personne ne s'est présenté à leur présentation, et il est clair qu'ils n'ont pas offert assez d'argent. Ces gars sont des fans sérieux d'Himekawa, donc l'un d'eux dit même qu'il vendra tous ses organes pour payer quelqu'un pour les aider. Mais pense que c'est l'occasion parfaite pour Géraud d'agir comme un chevalier en armure étincelante, alors il lève la main. Il révèle que Géraud est un maître de la famille Géraud. Géraud dit qu'il est là pour sauver leur patronne, mais les gars sont terrifiés. Ils ont déjà entendu parler de Géraud le maître du poison, et ils se demandent ce qu'il fait ici. Ils savent à quel point il est demandé, alors ils sont sûrs qu'ils devraient vendre leurs organes pour payer les frais du courtier. Les gars célèbrent, cependant, quand ils réalisent qu'ils pourront sauver Himekawa avec le maître de leur côté. Ailleurs, nous voyons que la personne qui a pris Himekawa est en réalité le capitaine du navire. Il dit à Himekawa d'abandonner ses larcins mesquins afin qu'elle puisse faire partie de sa collection. Himekawa est dégoûtée, et elle déclare qu'elle vole pour ce en quoi elle croit. Un regard dans le passé montre quand on lui a parlé d'une certaine œuvre d'art. L'artiste était un maître, et le tableau qu'il a fait de sa fille vaut 2 milliards de yens. Ils sont tous deux décédés, et le tableau a été laissé au mari de la fille. C'est le seul tableau que le mari ait de sa femme, alors il a supplié Himekawa de le lui retrouver. Elle dit au capitaine qu'elle a fait une promesse à une petite fille et à son père de rapporter le tableau. Cela n'irrite que le capitaine, alors il appelle son justicier nommé Ushio. Il dit au justicier de briser l'esprit d'Himekawa pour qu'il la tourmente avec de l'eau. À proximité, nous voyons que les héros recherchent Himekawa. L'assistant d'Himekawa leur a donné un GPS, et il leur montre exactement où elle se trouve. Malheureusement, ils sont découverts par des gardes qui refusent de les laisser passer. Géraud passe immédiatement à l'action et les élimine d'une seule attaque. De retour avec Himekawa, nous voyons qu'Ushio les tremble avec sa capacité à contrôler l'eau. Sa vie est sur le point de s'éteindre, alors le capitaine dit à Ushio de s'arrêter pour l'instant. Des intrus se sont faufilés à bord, et il veut qu'Ushio s'en occupe. Pendant ce temps, Géraud s'entraîne à se présenter. Il avait prévu de dire son nom immédiatement, suivi d'une demande à Himekawa de sortir avec lui dans l'intention de l'épouser. Bien sûr, mais le gronde parce que cela ne ferait que le faire rejeter. Il rencontre d'autres gardes, alors May doit lui expliquer ce qu'il doit dire pendant qu'il se ferait un chemin à travers les gardes. Géraud doit penser aux sentiments de la fille et oublier le mariage pour l'instant. Pour Himekawa, il doit juste être le maître qui est venu la sauver. Elle est piégée maintenant et probablement terrifiée. De retour avec Himekawa, le capitaine dit que ce sera lui qui la tourmentera maintenant. Il sort une arme, mais Himekawa n'est pas impressionné parce qu'il ne ferait que mettre fin à sa vie. Le capitaine révèle que l'arme est en fait destinée à détruire le tableau. Himekawa est horrifiée, alors elle essaie de lui rappeler qu'il est collectionneur. Le tableau vaut beaucoup d'argent, mais sa vraie valeur est encore plus grande que cela.
Le capitaine dit que c'est un petit prix à payer pour ajouter Himekawa à sa collection. Himekawa a promis à cette petite fille qu'elle rapporterait le tableau de sa mère, alors elle accepte de faire tout ce que le capitaine dit. Le capitaine est contre, mais son bras est détruit une seconde plus tard. Il hurle de douleur, et il essaie désespérément de comprendre ce qui vient de se passer. Un étrange pouvoir émerge du tableau, et il consume le capitaine alors qu'il implore la clémence. C'était l'attaque de notre héros, et il se présente enfin à Himekawa. Il explique qu'il est le maître du poison, et il est là pour la sauver. Il déclare qu'elle est en sécurité maintenant, et elle peut être sans voix. La première chose qu'elle dit est que son groupe n'a pas assez d'argent pour payer un maître. Elle ne peut que se demander comment ils ont payé ses services, et Gero commence à paniquer. Il ne sait pas quoi dire, et il regarde vers Mai. Mais réalise qu'il est en difficulté parce qu'ils n'ont planifié que sa présentation. Mais intervient pour aider et commence à détacher Himekawa. Il est juste content qu'il soit arrivé avant que quelque chose de pire ne se produise. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car Ushio apparaît pour attraper Himekawa. Le capitaine est toujours vivant, alors il ordonne à Ushio, le maître de l'eau, d'éliminer les rats. Gero ne dit pas un mot, et il s'injecte simplement du poison. Il est un flou absolu lorsqu'il se déplace, mais il est choqué quand Ushio se transforme en eau. Ils sont tous les deux incroyablement rapides, et Gero dit à Mai d'emmener Himekawa en sécurité. Ushio utilise son pouvoir de l'eau pour se donner un bras géant, et son poing fait d'énormes dégâts. Il tombe au rez-de-chaussée, et nous voyons que Gero est en mauvais état. Ushio se précipite, mais elle s'arrête étonnamment sur place et s'excuse de ne pas s'être présentée plus tôt. Ushio s'avère être une fille, et elle donne sa carte de visite à Gero. Elle sait qu'il est le maître du poison, et elle dit qu'elle aimerait régler cette affaire en privé. Un combat entre maîtres entraînera des pertes plus importantes, que les honoraires de Gero couvriront. C'est pourquoi elle a décidé d'offrir à Gero 10 fois ce que son client le paie. Elle fait remarquer que c'est simplement des affaires, donc Gero devrait mettre de côté toute loyauté, compassion et confiance. Ushio se met à divaguer sur les affaires, et Mai remarque qu'il reste encore du poison à Gero. Mai veut le donner à Gero, mais il dit de ne pas y toucher. Cela fait réaliser à Ushio que cela doit être un poison mortel. Ushio fait remarquer que les maîtres transmettent leur lignée sanguine modifiée en même temps que leur vocation. Celle du maître du poison renforce Gero en réponse à des doses létales de poison. Ushio dit que c'est un grand cadeau, mais Gero rejette cette idée. Il explique que c'est en fait une malédiction qui l'oblige à achever ses cibles avant de tomber raide mort. Gero détermine qu'Ushio doit utiliser sa lignée modifiée aussi. Il est clair qu'ils ne parviendront pas à un accord, alors Ushio l'attaque simplement. Il se déplace à nouveau à une vitesse incroyable, et ils esquivent les attaques de l'autre. Ce dernier échange a fait réaliser à Ushio que la lignée sanguine modifiée de Gero le rend plus rapide à mesure qu'il s'approche de la mort. Gero pense à quel point cette dernière attaque était insensée, alors il sait qu'il est mort s'il se fait toucher. Ushio est déçu parce qu'elle ne peut pas comprendre ce qui motive Gero. Elle dit qu'il ne peut pas être du genre à rester assis avec une grande famille en dînant bien. Au lieu de cela, elle détermine qu'il veut beaucoup d'argent. Pendant qu'ils se battent, elle se demande si Himekawa est une cliente lucrative. Ushio dit que si ce n'est pas pour l'argent, alors Gero est peut-être impliqué romantiquement avec Himekawa. Gero lance une attaque, mais Ushio n'est pas impressionné car elle l'a à peine effleuré. C'est beaucoup plus qu'il n'y paraît, cependant, car son bras explose. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui vient de se passer, Gero la martèle dans le sol. Gero déclare alors que lui et Himekawa sont de parfaits inconnus. Il prend Ushio par surprise et atterrit un autre coup de poing. Il dit que lui et Himekawa sont peut-être des étrangers pour l'instant, mais elle pourrait représenter beaucoup pour lui un jour. Ushio est complètement désemparée parce que Gero vient de la frapper 3 fois au même endroit, au millimètre près. Elle ne peut pas comprendre ce qu'il raconte, alors Gero lui simplifie les choses. Plus tôt, elle a rejeté l'idée de savourer un bon repas en grande famille. Gero pense à comment il a grandi tout seul, alors il dit qu'une grande famille est en fait ce qu'il veut. Il fera tout ce qu'il peut pour l'obtenir, même si cela le tue. Un autre regard dans le passé montre une fille réveillée par son réveil. Elle allait être en retard à l'école, alors elle était contrariée contre sa mère de ne pas l'avoir réveillée. Sa mère lui a rappelé qu'elle n'avait pas école aujourd'hui, alors toute la famille a bien ri. Étrangement, ces gens n'étaient pas conscients qu'ils étaient derrière une vitre et qu'ils servaient pour une exposition. Ils étaient utilisés pour montrer à Gero et à ses frères et sœurs ce qu'est le comportement humain. En plus de l'art de mettre fin aux vies, la famille Gero lui a enseigné les vies des personnes qu'il éliminerait. Ces personnes vivaient de l'autre côté de Miroir sans teint, ignorant ce qui se passait. Cet endroit étrange s'appelle le zoo humain. On a dit à Gero que la vie de ces créatures ignorantes était à la merci du destin. En tant qu'héritier du clan du poison, le devoir de Gero est de contrôler leur destin. De retour au présent, Ushio utilise son attaque la plus puissante pour tenter de sauver sa propre vie. C'est l'attaque de lignée modifiée appelée Fouet de l'enfer. Elle projette de l'eau sur notre héros et explique que sa peau simule avec précision le mouvement des fluides. Elle démontre son contrôle incroyable en frappant Mai, et Himekawa se demande pourquoi il l'aide. Mai explique que c'est leur travail, mais, plus important encore,
Himikawa signifie plus que cela pour Gero. Alors que Gero esquive les attaques, Mai dit à Himikawa de s'enfuir. Leur priorité absolue est de la mettre en sécurité, et ce combat pourrait prendre du temps. Himikawa décide de ne pas fuir, et demande plutôt comment elle peut aider. Mai est prise au dépourvu, et Himikawa regarde la seringue de Gero en bas. Gero continue d'esquiver, mais il finit par être touché. Il pense à comment il a perdu ses réserves d'aiguilles et de poison quand il a reçu un coup plus tôt. Il est maintenant vraiment désavantagé, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'approcher du chiot. Quand Gero était plus jeune, son professeur lui a dit de ne jamais combattre un autre maître pour moins de 5 milliards de yens. Même dans ce cas, il ne devrait accepter que si sa victoire est garantie. C'est parce qu'un maître ne doit pas risquer d'exposer ses arts appelés incréments de lignée modifiée. Si quelqu'un apprend ceux de Gero, il doit l'éliminer immédiatement. Il ne peut pas lui permettre de vivre, et il doit préserver l'héritage du maître poison. Gero déteste ce souvenir, mais il est ramené à la réalité quand Himikawa lui fait un plaquage. Elle voulait lui apporter quelque chose, et elle savait que le maître de l'eau l'aurait fait tomber de l'air si elle avait essayé de le lancer. Gero fait remarquer qu'il est venu la secourir, alors il se demande pourquoi elle ne s'est pas enfuie. Elle révèle qu'elle peut voir qu'il veut être son chevalier en armure étincelante. Malheureusement, se faire secourir comme une petite princesse timide n'est pas vraiment son style. Elle veut plutôt l'aider dans ce combat, alors elle lui montre son poison. Juste à ce moment, Ushio la capture et rit aux éclats. Gero fait de son mieux pour la protéger, mais, finalement, elle vient juste de se faire attraper à nouveau. Ushio se moque maintenant d'Himikawa pour avoir risqué sa vie comme une idiote et pour voir sa vie sur le point de se terminer pour rien. Gero se lève, et il remercie Mai de l'avoir mis en couple avec Himikawa et non avec quelqu'un d'autre. Il révèle qu'il a pris la seringue, et Ushio réalise qu'elle est en danger. Elle dit à Gero de lâcher la seringue, et elle obtient exactement ce qu'elle veut. Cependant, la seringue est vide, car Gero s'est déjà injecté. Il choque Ushio avec sa vitesse incroyable, et il place l'aiguille contre sa gorge. Ses yeux n'ont même pas pu suivre son mouvement, et elle commence à perdre le contrôle de son eau. Son costume ne peut plus la contenir non plus, et elle implose tout simplement. Gero sort sa carte de visite et dit qu'il l'appellera la prochaine fois qu'il aura besoin d'un plombier. Son discours de héros cool s'arrête brusquement alors qu'il réalise que sa main est dans une zone sans contact. Il commence à paniquer, et il demande à Mai ce qu'il devrait faire. Quelques instants plus tard, Ushio se voit consumé par les flammes, mais une main lui est tendue. C'est Gero et il a beaucoup appris sur ses pouvoirs. D'après la marque qu'elle a développée sur sa peau, il a déterminé qu'elle est allergique à l'air pur. Ushio remplit son costume d'eau pour que sa peau n'entre pas en contact direct avec l'air. La raison pour laquelle il en sait tant est qu'il a lu à ce sujet dans la bibliothèque du maître poison. Gero lui a sauvé la vie en mélangeant une crème pour garder sa réaction allergique sous contrôle. Ushio se demande si ce n'est pas juste lui qui la prend en pitié, mais Gero dit que non. Il l'a battu puis guéri, ainsi cela lui apprendra à ne plus jamais s'en prendre à lui. Quant au capitaine, il s'excuse pour ce qu'il a fait et dit qu'il ne le refera plus jamais. Mais lui dit que ses exhibits légaux étaient formidables, alors il doit se concentrer à ne faire que cela. Gero lui fait peur en disant qu'ils le surveilleront. Ushio est furieuse parce que Gero est beaucoup trop gentil. Au lieu de mettre fin à la vie du capitaine, il lui dit juste de réfléchir à ce qu'il a fait. Elle fait remarquer qu'un maître est censé mettre fin à des vies et ne laisser aucune extrémité pendante. Gero lui assure que si le capitaine s'en prend à lui à nouveau, il recevra sa toxine des 1000 tourments. Gero vérifie qu'Himikawa est d'accord avec cela, et elle approuve leur décision. Cela ne posera pas de problème pour elle parce qu'elle ne se fera plus jamais attraper. Elle propose à nos héros de les ramener sur la rive, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Quelques secondes plus tard, nous voyons qu'ils hurlent pour leur vie alors qu'Himikawa leur fait faire un tour sur le dos de son requin. Shamski va à vitesse maximale, et Himikawa rit comme une folle. Plus tard, Himikawa rend le tableau, et la petite fille ne pourrait être plus heureuse. Elle souhaite la bienvenue chez elle à sa mère, et les fans d'Himikawa acclament la scène magnifique. Le mari explique que sa femme a perdu la vie dans un accident de voiture. Ils auraient pu vendre le tableau pour vivre une vie sans souci par la suite, mais ils ont choisi de garder leur famille unie à la place. Juste à ce moment, Gero est choqué quand Himikawa lui dit que la petite fille veut le remercier elle-même. Gero préférerait rester dans son coin sombre, mais Mai l'encourage à accepter les éloges. La petite fille le remercie d'avoir sauvé sa maman, et il ne sait pas quoi dire. Himikawa révèle qu'elle pensait que Gero serait un imbécile après avoir appris qu'il était un maître. Elle a été agréablement surprise, cependant, car il s'est avéré être une exception. Mai est d'accord alors qu'il explique que son frère a eu l'opération que Go a aidé à payer. Il se rétablit maintenant, et il envoie à Mai des photos de comment il va mieux chaque jour. Parce que Gero a mis sa vie en jeu et a combattu cette famille, il a manqué Gang, et le frère de Mai sourit tous maintenant. Ce sont toutes les choses merveilleuses que Gero a faites, mais il ne sait pas comment accepter ce genre d'éloge. Avant qu'il ne parte, les autres disent qu'ils veulent parler de la récompense de Gero. Tous les organes du monde révéleraient ce qu'il a fait pour eux, et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Cependant,
Ils sont heureux de lui donner tout ce qu'il pourrait vouloir d'autre, alors il n'a qu'à le nommer. Jiro ne sait pas quoi dire, alors Mei dit que tous les trois devraient aller fêter ça. Quand tout est fini, nous voyons que Jiro et Himikawa attendent maintenant que Mei les rejoigne. Mei envoie un message à Jiro révélant qu'il ne pourra pas se joindre à eux, alors les deux seront seuls. Ils se retrouvent à une fête de requins, et ce n'est pas ce à quoi Jiro s'attendait. Mei est à proximité et annonce le début de la mission date. Grâce à l'opération Chevalier Blanc, Jiro a sauvé Himikawa kidnappé. Maintenant ils sont en rendez-vous, et il est assez évident qu'Himikawa ne pourrait pas être plus intéressé par lui. Tout ce que Jiro a à faire est de lui dire ce qu'il ressent et de conclure l'affaire. Mei est terrifié, cependant, quand il est clair que Jiro sait qu'il est là. Mais réalise que cela aurait dû être prévu car on ne peut pas se cacher d'un maître. Jiro est évidemment nerveux, alors Mei espère juste qu'il se souvient de la règle 1 de la section 3 de l'école du dating de Mei. Elle dit que s'il ne trouve rien d'autre à dire, il devrait complimenter quelque chose que la fille porte. Mais pense à comment Himikawa est couverte de choses qu'il peut complimenter. Elle a un collier, des boucles d'oreilles, une veste élégante, et plusieurs autres choses. Mais ne pourrait pas être plus heureuse quand Jiro mentionne le collier d'Himikawa. Malheureusement, il dit juste qu'il a l'air vieux, et il se demande si c'est un souvenir. Bien sûr, cela ne mène à rien car Himikawa explique que le collier vient juste avec un déshumidificateur qu'elle a trouvé dans un marché aux puces. Mais perd vraiment les pédales parce qu'il devrait être facile d'avoir une suite à ça. Au lieu de cela, Jiro choisit de changer de sujet. Il se demande si Himikawa a coupé sa frange, mais ce n'est pas le cas. Jiro est un vrai désastre, mais, heureusement, Himikawa est vraiment décontracté. Jiro arrive quand même à gâcher les choses, alors Mei décide de l'aider. Mei prend le contrôle d'un écran à proximité et l'utilise pour dire à Jiro quoi dire. Le message dit à Jiro de raconter une histoire de son enfance. Jiro révèle alors à Himikawa qu'il ne peut rien manger de préparé par quelqu'un d'autre. Aussi loin qu'il se souvienne, il n'a fait que s'entraîner en tant que maître poison. Il préparait ses propres repas, et tout ce qui importait était qu'il ne soit pas empoisonné. Il mangeait ensuite seul entre ses entraînements. Himikawa peut comprendre car elle était aussi seule tout le temps quand elle était enfant. Elle n'avait pas de famille pour commencer, et elle n'avait pas d'amis à l'orphelinat. Un jour, un homme riche proche de la fin de sa vie l'a adoptée. Il a réalisé qu'il n'avait laissé aucun héritage à la fin de sa vie, et il a eu peur. Il aurait probablement été content de choisir n'importe qui, et il a choisi Himikawa. Elle a hérité de son nom et d'une énorme fortune. Même enfant, elle a été choquée de trouver qu'il avait une tonne d'œuvres d'art en pleurs enfermées dans une pièce. Après avoir fait quelques recherches, elle a découvert qu'il les avait obtenues illégalement. Elle savait ce que c'était d'être seule, alors elle a renvoyé tous les tableaux chez eux. Ce faisant, elle a dépensé tout son héritage, alors maintenant elle travaille à temps partiel 5 jours par semaine juste pour survivre. Himikawa est gênée par sa propre histoire, mais elle est surprise quand Jiro la voit pour ce qu'elle est. Plutôt pour la première fois, il a pu faire quelque chose pour lequel les gens le remercieraient. Himikawa a fait cela tout ce temps, alors il dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi cool qu'elle. Himikawa n'en croit pas ses oreilles, et elle se met même à pleurer. Jiro se demande s'il a dit quelque chose de mal, et Himikawa explique juste que personne ne l'a jamais loué ainsi. Mais envoie un message à Jiro pour qu'il y aille, et la chanson du requin commence à jouer. Jiro enlève son chapeau de requin et révèle qu'il a quelque chose à dire. Himikawa se prépare, mais Jiro lui demande juste si elle veut être son amie. Himikawa semble confuse, et Mei perd les pédales parce que c'était sa grande chance. Himikawa accepte sa demande d'amitié et dit qu'elle pensait qu'il allait lui demander de sortir avec lui. Jiro révèle qu'il le voulait, mais il ne sait rien d'elle. Plus important encore, elle ne sait rien de lui. Il a fait bonne impression plus tôt, mais ce n'est qu'une version embellie de lui-même. Jiro révèle que la vérité est qu'il y a des parties de lui si immondes qu'il ne veut même pas y faire face. Il veut vivre plus de choses avec Himikawa pour qu'elle apprenne à le connaître un peu à la fois. Alors, s'il peut la convaincre de le voir aussi de cette façon, alors il aimerait faire une proposition. Ce serait le premier pas vers le mariage heureux qu'il recherche. Himikawa n'en croit pas son discours, mais elle accepte de commencer comme amie. Cependant, elle explique que voler son cœur ne sera pas si facile. Ensuite, nous voyons que Jiro a maintenant 2 amis sur son téléphone. Avant qu'Himikawa ne parte, elle dit que la fille devrait leur préparer le déjeuner la prochaine fois puisqu'il ne peut pas manger de la nourriture préparée par d'autres. Jiro est d'accord, et ils se séparent. Mais informe alors Jiro qu'il a un travail de garde du corps ensuite. Jiro est choqué parce que ce serait comme tromper Himikawa. Mais fait remarquer qu'il est juste ami avec Himikawa, et qu'il y a des tonnes de filles qu'il peut encore rencontrer. Apprendre à en connaître plus l'aidera à voir clairement leurs bonnes qualités, et il apprendra à les aimer encore plus. Himikawa pourrait vraiment être celle qui lui convient, ou peut-être est-ce quelqu'un qu'il n'a même pas encore rencontré. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.